Urgent, c'est arrivé pendant votre sommeil. Moscou est en feu et en panique. Tentative d'assassinat contre Poutine. Les ennemis de l'intérieur sortent de l'ombre et frappent le dictateur affaibli dans le dos. Alors que le régime est à l'agonie, les conspirateurs affichent ouvertement leur force. Qui dans son entourage proche a appuyé sur le bouton ? Les samouraïs entrent dans la bataille. Le Japon met la Fédération de Russie en pièces. Tokyo entre officiellement dans le jeu. En ce moment même, la décision des autorités transforme les frontières orientales de la Russie en cendres. Kiev triomphe. Le retour des Kourils a commencé. Trahison à la Maison-Blanche. Rubio a planté un couteau dans le dos de Trump. La fin de l'ère Donald. Ses propres alliés le laissent tomber. On retire à Trump les rênes du pouvoir. Des millions de dollars pour le génie des forces armées ukrainiennes. Zelensky a surpassé Washington avec brio. L'Ukraine dicte ses conditions au monde. Le Moyen-Orient fait la queue pour être sauvé. Tout cela et plus encore dans notre édition. Point chaud, au Kremlin, la chasse est ouverte. Le rideau de fer 2.0 a fait exploser la Russie. Les élites préparent l'élimination de Poutine. La bataille décisive pour le pouvoir a commencé. Les prochains mois seront le compte à rebours final pour le Kremlin. Le principal ennemi de Poutine se cache au sein du système. Le dictateur est en panique. Regardez pour tous les détails. Des manifestations contre les restrictions d'Internet. C'est l'œuvre des élites russes qui préparent un attentat contre Poutine. Les tentatives actuelles de protestation ne semblent mineures et inoffensives qu'à première vue. Quelqu'un d'influent est derrière tout ça, peut-être même au sein du Kremlin. Nous connaissons des plans de manifestations sérieuses qui pourraient poser problème à nos forces de l'ordre. C'est pourquoi nous coupons court à tout, et pour l'instant, ça marche. Et les organisateurs de ces villes manifestations vont d'abord défendre Internet, puis exiger la fin rapide de l'opération militaire spéciale. Et après, je n'exclus pas qu'ils organisent un attentat contre Vladimir Vladimirovitch. Je suis sûr que c'est déjà en préparation, a déclaré l'interlocuteur de la chaîne. En fait, les villes manifestations dont parle la source de la tabatière du Kremlin sont des protestations contre les restrictions d'Internet. Ces derniers jours, des gens sont descendus dans les rues de plusieurs villes russes. Et ils sont sortis, bien que les actions n'aient été autorisées dans aucune région. Il faut admettre que les actions elles-mêmes ont été peu suivies et rapidement réprimées. Certains organisateurs ont été arrêtés avant même le début des rassemblements. Mais au Kremlin, je vous le rappelle, on affirme que les manifestations sont l'œuvre d'ennemis de l'intérieur. Les gens ne protesteraient là pas à cause des restrictions d'Internet. Les protestations en Russie concernant la coupure de Telegram sont-elles spontanées ? Spontanées. Parce que certaines personnes y voient un signal clair de la rupture de leur contrat social, le contrat social entre le peuple et Poutine. En quoi consiste-t-il au fond ? Que Poutine fait ce qu'il veut, mais ne touche pas aux Russes. Mais s'il veut faire la guerre à quelqu'un, ce n'est pas par la mobilisation, mais par des contrats. Il recrute des gens, des mercenaires d'Asie centrale, du Moyen-Orient, des clandestins qui travaillent en Russie. L'essentiel est de ne pas toucher aux Russes eux-mêmes. Quant à ces ennemis de l'intérieur qui prépareraient un attentat contre Poutine, il y a là aussi, comme on dit, une nuance. Les services secrets de la Fédération de Russie, je pense que leurs analystes ont déjà compris que les conséquences de la fin du conflit au Moyen-Orient, selon toute probabilité, Trump viendra aussi rendre visite à Poutine. Comme les Américains sont allés voir Maduro, comme ils sont allés voir le défunt Khamenei en Iran, et même ce qui est arrivé à Assad en Syrie. Cela a commencé à inquiéter sérieusement le président de la Fédération de Russie. Et encore une fois, il a commencé à se cacher profondément dans ses bunkers, encore plus qu'avant. Remarquez qu'après l'allocution enregistrée de Poutine pour le 8 mars, oui, quand il a prononcé ce discours étrange, il n'est plus apparu, il n'a pas été vu une seule fois en public. Cela en dit long sur le fait qu'il a de sérieuses craintes pour sa propre sécurité. Mais il faut bien rejeter ces craintes sur quelqu'un, n'est-ce pas ? On ne va pas les rejeter sur Trump maintenant, alors qu'ils essaient progressivement de stabiliser leurs relations économiques et de profiter de la levée des sanctions ou bien de la hausse des prix du pétrole. Eh bien non, bien sûr que non. Bref, alors que les Russes se rassemblent pour des manifestations inoffensives, le Kremlin alimente l'histoire des ennemis de l'intérieur et nie l'évidence. Les gens sont descendus dans la rue parce qu'ils sont mécontents de la politique du Kremlin. Le dragon japonais s'est réveillé, Tokyo a déclaré la guerre à Poutine, les Kourils rentrent à la maison. Le long silence de Tokyo est rompu par un coup dévastateur porté aux ambitions du Kremlin.
Mais ce n'est que le début du cauchemar pour Poutine. Dans les plans des autorités japonaises, il n'y a plus de place pour les compromis. Échec et maths géopolitique. Pourquoi le Kremlin panique face à l'ultimatum japonais? Regardez. La coopération entre l'Ukraine et le Japon franchit une nouvelle étape. Ce pays traditionnellement neutre mise aujourd'hui sur la militarisation. Et sans le soutien officiel de Kiev, Tokyo n'y arrivera tout simplement pas. Tout a changé l'année dernière avec l'arrivée de la nouvelle première ministre, Sanae Takaichi. Cela s'est poursuivi en février 2026 avec la victoire de son parti aux élections législatives. Et cela s'intensifie en ce moment même, ce qui explique l'intérêt croissant pour l'Ukraine. Le Japon s'intéresse aux approches ukrainiennes de l'utilisation des drones, tant maritimes qu'aériens, et dans une moindre mesure aux technologies. Et de production, mais surtout de tactique et d'intégration avec d'autres moyens de combat. Dans le même temps, l'Ukraine accepte de partager cette expérience. Au niveau étatique, des réunions ont lieu régulièrement, la dernière ayant abouti à l'octroi d'un nouveau programme d'aide de 6 milliards de dollars. Il s'agit principalement d'investissements dans notre économie ainsi que d'armes non létales comme des véhicules militaires, des gilets pare-balles, des casques et du matériel médical. Cependant, en matière de défense, il ne faut pas exclure la défense aérienne, à savoir les missiles pour les systèmes Patriot. Il existe un pays qui détient une licence pour les produire en dehors des États-Unis, c'est le Japon. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, là-bas, enfin, ils avaient un accord correspondant. Et en fait, le Japon est un producteur, enfin pratiquement une usine américaine sur le territoire japonais. Les Patriots s'inscrivent parfaitement dans la doctrine japonaise actuelle, ne pas transférer d'armes pouvant détruire directement les forces vives ou l'équipement de l'ennemi. Cependant, cette règle semble être sur le point d'être enfreinte, car au Japon, la population soutient déjà ouvertement la militarisation du pays face aux menaces de la Chine et de la Fédération de Russie. Et il semble que l'on ait compris que le statut de neutralité éternelle n'est pas une solution. Le Japon a construit 2 porte-avions, a acheté des avions F-35 aux Américains et des missiles pour ces avions. Et les Américains ont fait semblant de croire que, eh bien oui, ce n'est qu'un destroyer avec un pont d'envol pouvant accueillir 20 avions sur l'un des navires. Le Japon a réussi à acheter 400 missiles Tomahawk aux Américains, en signant le contrat à temps en 2023. Vous savez, un pays exceptionnellement pacifique et bienveillant qui dispose de capacités à longue portée. Dans le même temps, les premières tentatives de soutien à l'Ukraine par des armes au niveau international ont déjà été faites. Dans un avenir proche, Tokyo s'apprête à annoncer son adhésion à l'initiative Purell pour l'achat d'armes pour Kiev. Les experts n'excluent pas non plus le transfert direct d'armes accumulées dans les entrepôts. Par exemple, les systèmes M270 MLRS, les obusiers automoteurs italiens FH-70, le système anti-aérien type 87, qui ressemble étrangement au Gepard allemand. De plus, les Japonais ont leur propre école originale de construction de chars, et les chars restent d'actualité dans les guerres modernes. Le Japon devient également de toute évidence un allié solide de l'Europe en matière de production d'équipements. Et comme l'Ukraine est aujourd'hui le fer de lance de l'assemblage de drones, Tokyo pourrait manifestement aussi apporter son aide technologique. L'Europe développe actuellement un avion de chasse de 6e génération, déjà plus la 5e mais la 6e, eh bien le Japon y participe. Parce qu'en ce qui concerne l'électronique militaire, le Japon est entre le 3e et le 5e rang mondial. Il convient de noter que Moscou réagit très douloureusement à tous les contacts du Japon avec l'Ukraine et appuie sur le seul levier, les îles Kouriles. Depuis 2022, le Kremlin a déjà annulé l'entrée sans visa pour les Japonais et transforme l'archipel lui-même en base militaire. Cependant, pendant toute la durée de l'invasion à grande échelle et de l'aide japonaise à l'Ukraine, cet argument de Poutine n'a jamais fonctionné. L'Europe est sous le choc. L'Allemagne a publiquement humilié les drones ukrainiens, les qualifiant de jouets. Mais la réponse de Zelensky a fait taire le monde entier. Les géants allemands ont lancé un défi audacieux au génie ukrainien d'évaluant nos technologies. Mais ce qui s'est passé ensuite a changé à jamais le rapport de force en Europe. L'Ukraine montre la voie et nos drones déchirent déjà l'ennemi en morceaux. Les succès parlent d'eux-mêmes. Voyez les détails. Des drones fabriqués par des ménagères dans leur cuisine. C'est ainsi qu'Armin Paperge, le président du groupe de défense allemand Rheinmetall, a décrit les armes ukrainiennes dans The Atlantic.
Interrogé par un journaliste sur les succès du complexe militaro-industriel ukrainien, Paperger a critiqué les fabricants de drones, affirmant littéralement que les usines de drones en Ukraine ne sont que des ménagères avec des imprimantes 3D dans leur cuisine. Et il semble que de telles déclarations montrent que l'Ukraine peut déjà rivaliser sur le marché, même avec ses propres partenaires. Apparemment, Rheinmetall ressent tout de même une certaine concurrence de la part de l'Ukraine. Bien que, bien sûr, en 2022, 2023 et les années suivantes, pendant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, Rheinmetall a été l'une de ces entreprises militaires qui ont aidé au maximum l'Ukraine à défendre son indépendance et sa souveraineté. Fourniture d'armes, d'équipements, de munitions. Rheinmetall y a pris une part très active dans le cadre de l'aide allemande et de l'aide européenne globale. Mais néanmoins, l'Ukraine, avec toutes les perspectives de développement de son complexe militaro-industriel, crée des modèles d'armes et des solutions technologiques qui sont impossibles, aussi étranges que cela puisse paraître, impossibles à mettre en œuvre rapidement, même pour des monopoles comme Rheinmetall. L'année dernière, 3 entreprises ukrainiennes sont entrées dans la liste mondiale des 100 meilleurs fabricants de drones au monde. TAV Drones, Ukr-Spec Systems, Airlogix. Les drones atteignent leurs cibles, contournent la défense aérienne et détruisent l'économie du plus grand ennemi du continent eurasien. Ils abattent des cibles et continuent de se développer. Et les drones intercepteurs ukrainiens sont désormais demandés tant en Ukraine qu'au Moyen-Orient. Car même les militaires américains apprennent actuellement des spécialistes ukrainiens comment abattre les cibles ennemies avec des drones ukrainiens. L'évolution des drones change non seulement la carte tactique, mais aussi la vision stratégique de la guerre. Les drones ukrainiens ont changé la géographie de la guerre, lançant une nouvelle tendance en défense. Il y a certains secteurs dans lesquels nous ne pouvons pas rivaliser. Cependant, nous devenons progressivement un pays capable non seulement de concurrencer ses anciens partenaires dans une catégorie donnée, mais aussi, on peut le dire maintenant, de véritables concurrents sur le marché de l'armement, en créant de nouveaux modèles que ne peuvent suivre nos partenaires. En d'autres termes, nous lançons les tendances. Nous sommes un pays qui dicte aujourd'hui, dans une certaine mesure, on peut le dire, les tendances de développement du complexe militaro-industriel. Comme ces drones anti-aériens ou ces drones intercepteurs, il existe d'autres catégories dont on ne parle pas ouvertement, mais où nous sommes les pionniers. La société ukrainienne Skyfall a répondu à cette déclaration du président de Rheinmetall. Leurs propos sont rapportés par ce même journaliste. S'il suffit d'un drone créé par des ménagères ukrainiennes pour détruire des chars et de l'artillerie, alors il semble que l'ère des ménagères est officiellement commencée. Volodymyr Zelensky n'a pas non plus manqué de réagir à cette situation. Il juge étrange les propos du dirigeant du groupe de défense allemand. Si chaque ménagère en Ukraine peut réellement produire des drones, alors chaque ménagère ukrainienne peut être PDG de Rheinmetall. Et je félicite notre complexe militaro-industriel ukrainien pour ce haut niveau. Et le résultat de ces technologies, nous le démontrons chaque jour sur le champ de bataille, au sol, dans les airs, vous le savez, et en mer. Je suis convaincu que notre industrie de défense prendra, et prend déjà, sa place dans le monde. Quant aux systèmes, certains de nos systèmes, l'approche systémique, je pense que nous sommes exclusifs. Nous sommes les seuls à posséder l'expérience correspondante. Il a ajouté qu'aujourd'hui, il faut rivaliser non par la rhétorique, mais par la technologie et les résultats. Et l'Ukraine a des résultats, et nous les voyons chaque jour. Oui, ici, vraiment sans aucune exagération, on peut dire que l'Ukraine est l'un des plus grands producteurs de drones testés au combat, éprouvés, ayant reçu, disons, leur baptême du feu. Bien sûr, nous avons certains concurrents, et cela n'inclut pas seulement la Fédération de Russie qui tente de rivaliser avec l'Ukraine, mais précisément sur le champ de bataille. Et il y a aussi, par exemple, la Chine, avec un complexe militaro-industriel et des capacités auxquelles les nôtres et même les Russes ne peuvent se comparer. Mais la nuance est que les produits chinois sont, dans la plupart des cas, des produits sur papier, non testés dans des conditions de combat réelles. Après l'interview de Paperger, qui a suscité un écho tant diplomatique que social, car même des citoyens allemands ont défendu les producteurs ukrainiens, Rheinmetall s'est excusé pour les propos de son directeur.
Ils ont exprimé leur respect pour les Ukrainiens et ont salué leurs efforts pour se défendre contre l'invasion russe, surtout avec des ressources limitées. Autrefois, tout le monde était convaincu, même en Europe, que Kiev tomberait en 3 jours. Aujourd'hui, Kiev peut rivaliser sur le marché mondial avec les plus grandes entreprises européennes. Le plan de démilitarisation de Poutine a lamentablement échoué. Sensation à Washington. L'ère Trump s'effondre sous nos yeux. Alors que Donald Trump sombre dans un océan d'impopularité et de scandales judiciaires, une nouvelle étoile impitoyable monte sur l'Olympe politique. Marco Rubio est le prochain président des États-Unis. Le secrétaire d'État a déployé une activité sans précédent, qui ressemble plus à une marche forcée électorale vers le fauteuil du bureau ovale. Voici les détails. Il semble qu'un affrontement sérieux se prépare outre-Atlantique. Le second couteau de Donald Trump sort soudainement de l'ombre et devient rapidement l'un des acteurs clés de la lutte pour l'héritage du 47e président. Le taux d'approbation actuel de l'action de Trump est au plus bas. En fait, un taux d'approbation aussi bas n'a jamais été vu chez un président des États-Unis d'Amérique au cours de sa première année. Sur fond de baisse notable de popularité de Trump lui-même, une lutte de plus en plus visible, voire de plus en plus marquée pour l'influence. Le contrôle et l'avenir du camp MAGA commencent. Lors de la conférence annuelle d'Action politique conservatrice, véritable baromètre de l'humeur et des attentes de l'électorat le plus fidèle de Donald Trump, les votes exprimés lors de cet événement ont révélé une dynamique inattendue. Le leader formel reste J.D. Vance avec 53%. Le vice-président J.D. Vance est le favori pour obtenir l'investiture républicaine à la présidence en 2028. The Hill. Mais plus importante que sa position est la croissance rapide d'un autre acteur, Marco Rubio, qui a décuplé son soutien en un an, passant de 3 à 35%. De plus, il faut noter que la position de Rubio ne fait pas seulement que se renforcer, elle capte désormais un public autrefois jugé monolithique, évince progressivement des idéologues comme Steve Bannon, et grignote petit à petit le soutien de Vance, longtemps considéré comme l'héritier de Trump. Nous ne devons pas tomber dans les pièges que nous tentent nos adversaires. L'administration devrait y réfléchir sérieusement. Ils essaient constamment de provoquer ces désaccords, une guerre civile à la Maison-Blanche. Ils tentent de semer la discorde entre, je ne sais pas, le vice-président et le secrétaire d'État. La différence clé, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que Rubio agit toujours avec beaucoup de prudence, en évitant soigneusement le conflit direct avec Trump, mais en occupant progressivement l'espace autour de lui, se renforçant là où d'autres ont échoué ou bien n'ont tout simplement pas pu s'imposer. En réalité, Donald Trump monte Rubio et Vance l'un contre l'autre, et il adore ça. Le tournant pour Rubio a été la guerre en Iran déclenchée par les États-Unis. Depuis le début de l'opération, le secrétaire d'État est devenu le visage principal de l'administration américaine à l'international. Il mène des briefings pour le Congrès, participe au talk show du dimanche, bâtit des coalitions diplomatiques et lance des ultimatums à Téhéran. J'entends beaucoup de discussions disant que nous n'aurions pas d'objectifs clairs. Les voici, vous pouvez les noter. Premièrement, la destruction de leurs forces aériennes. Deuxièmement, la destruction de leur flotte. Troisièmement, une réduction drastique de leur potentiel de missiles et de leurs lanceurs. Et quatrièmement, la destruction de leurs usines pour qu'ils ne puissent plus produire de nouveaux missiles et drones pour nous menacer à l'avenir. Dans ce contexte, le vice-président J.D. Vance se retrouve dans un rôle bien plus complexe. Il garde le statut formel de favori de la base du parti, mais semble de plus en plus évincé des processus politiques et médiatiques clés. Selon le Wall Street Journal, ces derniers mois, Trump compare de plus en plus en privé J.D. Vance et Marco Rubio, évaluant leur potentiel politique. Officiellement, ce sont des discussions informelles, voire une stratégie d'avenir, mais en réalité, selon des sources, c'est un test de loyauté et de capacité à mobiliser le mouvement MAGA. Trump maintient délibérément la question de son successeur ouverte. Il qualifie les deux politiciens de fantastiques. Il propose un tandem imaginaire pour les prochaines élections. Le président Vance et le vice-président Rubio. Un duo invincible, mais il s'abstient de toute nomination officielle, selon les analystes. En fait, au sein de MAGA, ce n'est plus une verticale à un seul centre, mais un champ de compétition pour définir l'avenir du mouvement après Trump. Et si hier encore le scénario semblait écrit et le successeur désigné, aujourd'hui il est clair que la lutte ne fait que commencer.
Et son issue pourrait changer non seulement la donne au sein du Parti républicain, mais toute l'architecture politique des États-Unis. Choc, les rôles ont changé. Désormais, tout le Moyen-Orient attend son salut de Kiev. Volodymyr Zelensky l'a officiellement confirmé. Un moment historique que personne n'attendait est arrivé. Le paquet secret de Kiev, un chaos technologique. Pourquoi les pays les plus riches du monde sont-ils impuissants sans l'Ukraine? Regardez. Au Moyen-Orient, il y a une véritable file d'attente pour les technologies ukrainiennes. Après les visites du président Zelensky, littéralement chaque pays veut signer des contrats de défense. On ressent une attitude positive envers l'Ukraine, nos soldats et notre expérience. Un grand respect pour l'Ukraine et j'en remercie les dirigeants. Il y a déjà des accords historiques, l'Ukraine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Nous travaillons également avec la Jordanie et le Koweït. Il y a aussi des demandes supplémentaires de Bahreïn et d'Oman. L'Ukraine a choqué le monde avec ses inventions et maintenant les États attaqués par l'Iran, entre autres, veulent des drones intercepteurs et maritimes, qui pourraient aider à débloquer le détroit d'Ormuz. On a commencé avec de simples drones marins kamikazes, puis on a créé des drones à tourelles capables d'abattre des hélicoptères. Maintenant, nous avons des drones qui peuvent abattre des chasseurs russes depuis la mer. Nous avons développé des vedettes transportant d'autres drones à leur bord. Il y a aussi des vedettes frappant des cibles terrestres depuis la mer. Nous développons des drones plus stables, capables d'opérer plus longtemps et efficacement en mer. Bientôt, dans un futur proche, nous aurons des systèmes capables d'opérer même en conditions océaniques. Nous travaillons aussi activement sur des systèmes sous-marins. Dès à présent, des experts ukrainiens sont au Moyen-Orient et aident les pays à se protéger des Shaheds iraniens. Actuellement, 201 Ukrainiens se trouvent dans la région du Moyen-Orient et du Golfe Persique. 34 autres sont prêts à être déployés. Ce sont des experts militaires, des experts qui savent comment se défendre, comment aider contre les drones Shahed. Nos équipes sont déjà aux Émirats, au Qatar, en Arabie Saoudite et se dirigent vers le Koweït. Nous collaborons avec un certain nombre d'autres pays. Des accords ont déjà été conclus. Nous ne voulons pas que cette terreur du régime iranien contre ses voisins réussisse. Pendant ce temps, le principal instigateur de la guerre en Iran, Trump, affirme toujours que l'aide à l'Ukraine est inutile et que l'arme magique américaine s'occupe parfaitement de tout. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Bahreïn, ils sont formidables. Ils étaient armés de missiles, on a ouvert le feu contre eux. Personne n'aurait pu imaginer que cela arriverait. 1400 missiles ont visé les seuls Émirats. Mais heureusement, ils avaient l'arme antimissile la plus puissante de l'histoire, le Patriot. Et tous les missiles ont été abattus. Récemment, 101 missiles ont été lancés sur l'une de nos installations. Ils volaient à 2000 miles à l'heure et chacun d'eux a été abattu et est tombé en mer. C'est une technologie incroyable. Personne d'autre au monde n'a ça. Et le fait que Donald Trump ne puisse toujours pas l'admettre et dise sans cesse que Zelensky ne devrait pas aider l'Amérique, que c'est la dernière personne dont on a besoin, que l'Ukraine n'aide en rien. Cela montre une fois de plus l'incompétence, l'arrogance et le décalage de l'homme du bureau ovale qui ne comprend rien aux opérations militaires. Et à quel point cela peut avoir des conséquences profondes et graves pour l'avenir de l'Amérique. Et ce, alors que les fameux missiles américains coûtent des millions et les drones intercepteurs seulement quelques milliers. Ils utilisent des missiles Patriot à 4 millions de dollars. Il y en a peu. Selon les rapports, les États-Unis ont utilisé 300 Patriots pour abattre des drones iraniens. Cela fait 1,2 milliard de dollars pour 300 Shaheds, alors qu'abattre ces drones avec nos intercepteurs n'aurait coûté que 600 000 dollars. Le monde pourrait apprendre beaucoup de l'Ukraine. Et on ne comprend pas ce qu'ils ont fait pendant 4 ans, vraiment, parce que nous sommes déjà dans un état de guerre moderne, tant l'armée ukrainienne que l'armée russe. L'armée américaine pensait qu'avec autant de missiles, de forces et de moyens, elle pouvait faire la guerre à l'ancienne. Face à l'Iran qui a dès le début utilisé la guerre russo-ukrainienne comme terrain d'essai pour ses drones, se préparant à une bataille acharnée au Moyen-Orient. Et c'est bien sûr une histoire très étrange. Bien sûr, dans toute cette histoire, il y aura aussi un gros bonus pour l'Ukraine, car les pays du Golfe Persique qui étaient neutres jusqu'ici peuvent grandement aider dans la guerre contre la Russie. Et pour l'Ukraine, ce n'est pas seulement une question de prestige et de respect pour notre peuple. C'est une question tout à fait concrète et pratique. Nous exportons notre système de défense, les compétences de nos soldats, les connaissances que nous possédons. Et de la part de ces États, nos partenaires, nous comptons sur une coopération correspondante en matière de sécurité. Nous avons déjà convenu de renforcer la défense aérienne, de développer ensemble les industries de défense et de coopérer sur l'énergie, pour le diesel et d'autres choses.
L'Ukraine s'affirme activement dans le monde entier, non seulement comme un État avec lequel il faut compter, mais comme un partenaire fiable sur lequel on peut s'appuyer, et comme l'expert principal des technologies de la guerre moderne. Enquête sensationnelle, les salles secrets de la famille Peskov éclatent au grand jour. Pendant que le pays se serre la ceinture, la femme du porte-parole de Poutine, la patineuse Tatiana Navka, amasse des fortunes directement dans les caisses de l'État. En seulement 1 an, l'épouse de la voix du Kremlin a récolté un record d'1,8 milliard de roubles. Ce n'est pas seulement du business, c'est un pillage ouvert sous couvert de spectacles sur glace. Les détails dans le reportage. Certes, aucune femme ne sera pleinement heureuse s'il n'y a pas sa moitié à ses côtés. Elle a troqué son statut de grande athlète pour un autre statut. Le statut de femme du porte-parole du dictateur. C'est très difficile, très. C'est ainsi que Tatiana Navka est devenue la plus riche des épouses des fonctionnaires du Kremlin. Le bonheur est-il lié à l'argent? Enfin, à leur quantité? Non, bien sûr. Et c'est lié? Absolument pas lié. Pendant que son mari rendait compte aux journalistes pour la guerre sanglante déclenchée par son patron, sa femme remplit chez elle des valises d'argent. Tout cela arrive parce que c'est très profitable pour quelqu'un. Détentrice de la citoyenneté américaine, originaire de Dnipro en Ukraine, elle est désormais une fidèle servante du régime de Poutine. Bien sûr, nous sommes par exemple des émotions et c'est vraiment une période difficile. Mais ce n'est pas sans raison qu'elle a choisi cette voie. Car pendant la guerre totale, son programme Navka Show a soudainement multiplié ses revenus par plus de 7 fois. Désormais, la femme de Peskov fait partie des milliardaires russes. Rien qu'à la VTB, Navka possède plus de 2,5 milliards de roubles. Et en 1 an, cela lui rapporte plus de 300 millions. Et cela sans compter les salaires, les honoraires et les subventions du Kremlin s'élevant à des dizaines de millions. C'est, on va dire, l'ensemble de tous mes spectacles, par exemple. Et d'ailleurs, l'argent pour son spectacle sanglant, Navka le reçoit aussi de la part de l'État. En novembre 2025, le Fonds présidentiel pour les initiatives culturelles a versé 28 millions de roubles, la femme du porte-parole de Poutine. Bien sûr, Tatiana Navka est la femme de Peskov, c'est pour ça qu'elle obtient des subventions pour ses spectacles. Nous participons effectivement aux appels à subventions dès que l'occasion se présente. Il vaut mieux regarder les statistiques, parce que tout y est transparent, honnête, et on voit bien qui reçoit quelle subvention. Mon spectacle n'est pas moins bon que tous les autres. Alors pourquoi ne pas demander des subventions? Notre entreprise est tout à fait légale, alors comparez par vous-même. Regardez, comparez. Je reçois énormément de haine, des menaces contre moi, ma famille, des appels à mon mari. Et honnêtement, ça ne m'effraie pas du tout. Au total, en 2025, Navka a reçu plus de 80 millions de roubles de subventions présidentielles. Je sais que je suis absolument honnête envers moi-même, envers ma patrie, si l'on peut dire, et en général. Bien avant de rencontrer Dmitri Sergeyevitch Peskov, j'étais déjà championne olympique et championne du monde. C'est pourquoi tout ce que je fais dans la vie, je ne le dois qu'à mon propre travail. Les billets pour le spectacle de la femme de Peskov ont été achetés via le portail des marchés publics par les administrations de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et maintenant, voici Tatiana Navka, notre invitée spéciale aujourd'hui. Navka a souvent dit qu'elle aimait passer ses vacances avec Peskov en Crimée annexée. C'est donc là qu'elle présente sa comédie musicale de propagande, Rouslan et Ludmila, censée transmettre les valeurs fondamentales de la culture russe. L'âme se doit de travailler, jour et nuit, jour et nuit. Mais il n'y a pas que la comédie musicale. Le secteur immobilier de Tatiana Navka a également affiché des bénéfices records. Elle est propriétaire du promoteur immobilier Nice. En 2025, l'entreprise a déclaré des bénéfices records s'élevant à des millions de roubles. Navka est copropriétaire de la société de production cinématographique H2O Productions, qui reçoit de l'État des centaines de millions de roubles en subvention du Fonds du cinéma. L'Altaï. Regardez comme c'est beau, mon Dieu. C'est une beauté folle. La famille de Navka et Peskov a été frappée par des sanctions américaines dès 2022. Et mon mari, bien sûr, ne peut pas comprendre cela. Il dit « Quel cauchemar, enfin !» Les voyages d'affaires à l'étranger sont donc exclus pour eux, sauf en Chine. Nadusha, Nadia.
Alors, dis-moi, où sommes-nous? Dans la ville de Yangshuo. La ville s'appelle Yangshuo, Guilin. Les montagnes de Guilin. Regardez comme elles sont belles. Ça choque. Ils se contentent désormais des stations balnéaires russes où se reposent dans leur domaine. D'ailleurs, ils en ont pas mal. Quand je suis revenue d'Amérique, aucune autre ville au monde ne pouvait remplacer Moscou pour moi. Selon le Trésor américain, l'ex-patineuse possède des biens à Moscou, en banlieue et en Crimée occupée, pour au moins 10 millions de dollars. Oui, j'ai dit que je n'avais nulle part où vivre, si possible, un appartement. Cette possibilité existe. À 8 km de la résidence de Poutine, Bocharov-Rouché à Sotchi, son mari a acquis un appartement de 112 mètres carrés avec vue mer. Comme Cendrillon, oui, un tel palais. C'est agité en Crimée en ce moment. Les cadeaux des forces ukrainiennes y arrivent souvent. Navka et Peskov protègent donc leur maison de luxe de 800 mètres carrés dans le quartier de Tretia-Okota, sur la chaussée de Rublevka. Ah, c'est bien. D'ailleurs, ce manoir est estimé à 1 milliard de roubles. C'est vraiment très confortable ici. Merci de l'avoir remarqué. Tous ceux qui viennent disent qu'on voit tout de suite la main d'une femme. Tatiana Navka possède un appartement de luxe de 180 mètres carrés sur la Bolchaya Yakimanka. Le Kremlin est à quelques centaines de mètres. Le président hôtel est juste en face. Je m'efforce toujours d'aller quelque part, je m'efforce. À eux deux, ils possèdent aussi 6 appartements en Russie, totalisant 650 mètres carrés. Un appartement en France leur est inaccessible car il est au nom du fils de Dmitri Peskov. Et bien sûr, il y a un appartement à Moscou City, également visé par des drones ukrainiens. Tatiana Navka et Dmitri Peskov possèdent des biens valant près de 2 milliards de roubles. Mais ce n'est qu'une partie du capital de la famille. La guerre n'est pas un malheur pour eux. Pendant que les gens meurent, leur famille s'enrichit en assurant le soutien médiatique du Kremlin. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez plus d'actualités brûlantes du front dans le prochain numéro.